Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 202, avec de mon côté très peu d'actualités à vous proposer sur le plan de l'activité physique et pédestre, puisque après une période de vacances qui s'est finalement transformée en période de quasi-coupure, j'ai repris ce lundi par une séance après un passage chez ma chiropracteur. Je peux pas dire que ce soit folichon, cette douleur au niveau du talon est toujours présente. Elle m'empêche de pratiquer librement mon activité préférée, donc je vais tout simplement lever le pied, être un petit peu à côté de mes pompes justement pour travailler le renforcement musculaire, peut-être le vélo si la météo n'est pas trop abominable, ça m'étonnerait vu les prévisions pour les prochains jours, et puis peut-être de la piscine un petit peu pour décharger ce talon qui s'avère douloureux à l'effort, très peu à la marche. Un petit passage entre les mains de Bruno, mon podologue, et je pense que tout sera solutionné. Mais pour l'instant, je pense que la contrainte liée à l'effort, au double effort, entre ce 10 km et le 20 km de Paris, ont eu raison de cette belle forme. Donc pour ne pas plonger complètement, pour ne pas avoir à repartir de trop loin, comme je l'expliquais dans l'épisode 200 de la semaine dernière, eh bien je vais pratiquer d'autres activités, ce qui me permettra de préparer tranquillement la saison 2024. De votre côté, n'hésitez pas à venir me dire quels seront vos objectifs pour cette fin d'année. Est-ce que vous êtes adepte des corridas, des courses un petit peu festives de Noël ? Venez en discuter sur les réseaux Instagram, Facebook, et puis ne l'oubliez pas, venez déposer vos commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Spotify, vous vous abonnez, Apple Podcast, vous vous abonnez également et vous pouvez laisser une petite évaluation, ce qui positionne le podcast dans de meilleurs résultats de recherche et ce qui permettra à l'épisode du jour d'être un petit peu plus visible. Selon vous, est-il possible de s'exercer au trail dans une région peu vallonnée ? C'est en tout cas ce que réalise mon invité du jour, Laura Fleury, lors de cet épisode du podcast. Résidant du côté d'Orléans, Laura est une jeune pratiquante puisqu'elle pratique la course à pied seulement depuis 2018 et après un semi-marathon sur bitume, elle s'est rapidement orientée vers le trail, vers le long puisqu'elle pratique l'ultra-trail aujourd'hui. De la Saint-Élion à l'ultramarin dans le golfe du Morbihan, elle est adepte des efforts de longue haleine. Pour l'édition de la plus ancienne course en France, à savoir la Saint-Élion, elle a même doublé la distance. Elle a relié Saint-Étienne à Lyon après avoir déjà fait la liaison off de Lyon à Saint-Étienne. C'est ce qu'on appelle la Lyon-Saint-Élion. Ce défi XXL est passé relativement inaperçu sur le plan de la course féminine, à contrario de la course masculine remportée une nouvelle fois par Alexandre Boucher, alias Casquette Verte. Pourtant lauréate et ayant décroché la première place du podium sur cette Lyon-Saint-Élion, Laura a fait également les titres des journaux pour un instant un petit peu plus cocasse. En effet, Renaud, son compagnon, a effectué à cette occasion sa demande en mariage sur le podium. Au-delà de la performance, Laura, dans notre échange, revient sur sa jeune passion pour l'activité outdoor, cette révélation survenue en 2018. Elle évoquera également la place de la femme dans ce milieu de la course à pied et du trail, mais aussi les bénéfices qu'elle peut transférer au quotidien sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle et sur une complicité renforcée à travers le sport avec Renaud, son compagnon et donc futur mari. Ne manquez pas ces conseils ravitaux assez simples pour performer. Un plateau de fromage et un paquet de tucs suffisent à la faire avancer. Alors merci à toi Laura d'avoir été mon invitée sur ce podcast et d'avoir livré ton témoignage avec beaucoup d'humilité mais également un trait d'humour assez présent. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laura Fleury, l'amour au cœur du trail. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Laura, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. On va parler aujourd'hui de ton amour de l'ultra.
on verra que ça peut se conjuguer sur une arrivée de course, une demande en mariage. Bon, c'est pas ton seul fait d'armes, mais je te souhaite la bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes et je vais te laisser te présenter. Bonjour, et merci beaucoup de me recevoir. Je suis super contente d'être là. Donc, je m'appelle Laura, j'ai 32 ans. J'habite à Orléans depuis, ça fait bientôt 10 ans maintenant. Et voilà, j'adore la course à pied, comme tu l'as dit. Je vis avec mon chat et mon conjoint. J'aime le chocolat et le fromage. Alors, tu as dit le chat avant le conjoint. J'espère qu'il écoutera le podcast et qu'il pourra peut-être faire une petite remarque. Qu'est-ce que tu exerces au quotidien? Parce que l'ultra, ça prend du temps. On le verra tout à l'heure dans cette planification de ton entraînement, de tes semaines, mais tu exerces une activité professionnelle. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu as une passion pour les mathématiques. Effectivement, et ça en fera rire plus d'un parce que j'ai fait un bac L, mais je travaille dans une banque et je suis dans un service qui s'appelle les moyens de paiement, donc c'est un emploi à temps complet, voilà. Au niveau de cette découverte, Laura, de la course à pied, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce que tu es une sportive depuis ta plus tendre enfance? Non, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas du tout de sport ou très, très peu. J'ai fait un peu d'équitation et ça m'a pris en 2018. En fait, en septembre, il y a le beau-père de Renaud, mon conjoint, qui voulait faire le GR20 et Renaud a dit: «Bah, on t'accompagne». Sauf qu'en fait, on faisait pas beaucoup de sport, ni l'un ni l'autre et ça me semblait être vraiment une montagne. Enfin, c'est le cas de le dire, en fait, il y en avait plusieurs au GR20, mais et en fait, on s'est lancé quand même avec lui et tous les 3, on a parcouru la Corse, du sud au nord et sur notre trajet, on a rencontré une équipe de coureurs, de trailers et ils nous ont dit: «Oh là là, quand vous allez rentrer, vous allez être en super forme, c'est le moment de se mettre au sport, faut pas lâcher ça» et je les ai écoutés, en fait, en rentrant, je me suis mise à la course à pied. Alors au début, j'ai couru, 5 kilomètres et en fait, c'est passé très facilement donc je me suis dit: «Bon, on va aller jusqu'à 10». C'est passé encore et puis, après j'étais lancée, j'avais qu'une envie, c'était, continuer, à progresser. Donc, première expérience plutôt sur le bitume. On va voir qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ce terrain qui remporte les suffrages à tes yeux. Effectivement, au début, bitume parce que c'était ce qu'il y a de plus, connu. Moi, je voulais faire un marathon. J'avais lu, il faut 1 an pour, se lancer sur le marathon pour être sûr de pas se blesser et cetera. Donc on va commencer par le semi. Donc ça, c'était en septembre et je me suis inscrite au Semi de Paris, c'était le week-end du Nouvel An où j'ai, réalisé l'inscription et j'ai entraîné Renaud avec moi parce qu'il y avait un prix si on prenait 2 dossards. Donc le pauvre, il s'est retrouvé aussi à faire le Semi de Paris, quelques mois plus tard. Donc, contraint et forcé, les bonnes résolutions de la nouvelle année, paf, on est parti pour le semi-marathon de Paris. Et donc, tu as été très raisonnable. Par la suite, tu as suivi ton plan d'entraînement, attendant bien sagement 1 an avant de basculer sur marathon. J'ai suivi les plans d'entraînement sur Decathlon Coach pour faire le semi. Une fois le semi passé, effectivement, je me suis dit: «On va attendre un petit peu pour le marathon» et là, j'ai complètement craqué pour la Saint-Élion dont j'avais jamais entendu parler et je me suis dit: «C'est quoi cette course de folie, en plein mois de décembre, départ minuit, il fait un temps, horrible, il y a de la boue, il y a du dénivelé, il faut que j'y aille». Comment tu as organisé cette préparation? Puis on viendra peut-être sur ce premier semi-marathon du côté de Paris, vécu Mmh. à deux. C'était un beau moment de partage avant de basculer sur les chemins enneigés de la Saint-Élion? Et en fait, avec Renaud, on fait souvent les mêmes courses, mais on les court pas ensemble. Donc, on s'est retrouvés qu'à l'arrivée et oui, on était hyper heureux tous les 2. C'était des émotions qu'on connaissait pas, de finir une course, alors on avait déjà fait quand même dans le passé des toutes petites courses, peut-être des 5 kilomètres et tout, mais vraiment très, très ponctuellement et là, c'était quand même un très gros effort et on était, le niveau de joie était très, très élevé. Et en plus, là, on a eu plein de messages, de plein de d'amis, de familles qui nous félicitaient. Donc on a réalisé, en fait, que c'était vraiment quelque chose de pas commun de courir un semi. Et tu avais tout de suite finalement pris
ce virus pour la course à pied. Tu t'es dit, je peux pas me contenter de ce semi à peine terminé. Tu étais déjà dans l'optique d'aller sur une distance doublée avec le marathon, mais finalement, c'est la Saint-Élion qui s'est présentée à toi. Exactement. Après le semi, je me suis un petit peu blessée. J'avais un syndrome de l'essuie-glace qui est très commun pour les coureurs débutants. Mais je savais pas ce que c'était. Donc, moi, j'étais hyper inquiète. Tout de suite, il fallait que je guérisse pour repartir courir, etc. J'ai rencontré ma podologue et elle m'a fait des semelles. Et après, j'étais inarrêtable. J'ai dit, c'est bon, là, j'ai un pouvoir, j'ai des semelles. Je peux aller sur la Saint-Élion. Comment tu l'as préparée, cette compétition qui fait partie des plus anciennes courses pédestres en France, du côté d'Orléans, le dénivelé, la boue? On peut trouver le côté nocturne des sorties Oui. orléanaises, mais pour le reste, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Oui, bah, j'ai suivi toujours le plan d'entraînement de Decathlon Coach. Tu peux choisir une rubrique trail avec un bon niveau. Ensuite, on a regardé énormément de vidéos sur YouTube de personnes qui avaient réalisé la Saint-Élion pour voir un petit peu à quoi on allait s'attendre. Et bah, pour l'entraînement concret, on va dire, c'était très compliqué de trouver un terrain similaire, donc je me suis entraînée sur du plat, vraiment plat, et un petit peu de côte quand il y a un pont. Je montais très vite la côte et voilà. J'étais un peu surprise en arrivant là-bas, du coup. Combien de semaines de préparation pour aller jusqu'à cet objectif? Avec quel volume? Est-ce que tu sors une fois, deux fois, trois fois, plus par semaine? Est-ce que tu ajoutes des activités comme du renfort, du vélo? Comment tu organises tes semaines pour cette première course, si tu t'en rappelles, qui a été la Saint-Élion? Eh bien, à cette époque-là, je sortais 4 fois par semaine. Pour le semi, j'avais fait 3 fois, c'était passé. Donc pour la Saint-Élion, je me suis dit 4, c'est bien. Ensuite, j'ai suivi un programme sur 12 semaines, sachant que je démarrais pas de zéro quand j'ai commencé. J'avais continué un petit peu à courir, etc., garder la forme avant d'entamer les 12 semaines. Pas de renforcement musculaire, mais c'était sûrement une erreur. Et du vélo, oui. Après, je suis fervente pratiquante du vélo taf, donc tous les jours, il y a 14-15 kilomètres aller-retour, hein, pas. Comment tu organises tes journées? Est-ce que l'entraînement se fait tôt le matin? Est-ce que tu as du temps sur ta pause déjeuner? Est-ce que c'est le soir après avoir quitté ton bureau? Comment tu planifies justement l'activité pédestre au quotidien? Je dirais que 80% de mes entraînements, c'est le soir en rentrant. Et le matin, c'est vraiment que quand j'ai pas trop le choix, donc quelque chose de prévu le soir, je vais pas pouvoir faire autrement. Mais sinon, non, c'est plutôt le soir parce que le matin, pour moi, c'est compliqué. Le réveil, c'est un combat. Cette Saint-Élion, cette découverte du trail, tu t'attaques à un gros morceau pour ce baptême dans la pratique du trail et hors piste là. Là, on n'est plus sur le bitume et sur le macadam. Comment tu l'as appréhendé? Comment tu l'as vécu? Est-ce que les conditions étaient bonnes? Parce que c'est tout l'un ou tout l'autre, je crois, hein, sur cette période du mois de décembre dans la région lyonnaise. C'est plutôt tout l'autre, je crois. Heu, alors déjà, j'étais très stressée parce que j'étais toute seule. Renaud, il faisait la Saint-Express qui est le format 45 kilomètres, donc on n'était pas tous les 2 à Saint-Étienne en attendant le départ. Le départ est à minuit, mais la navette a dû m'emmener vers 19h, donc c'était un petit peu long. J'avais quand même ma petite gamelle, des écouteurs, enfin de quoi m'occuper, mais malgré tout, j'étais très, très stressée. Quand le départ a eu lieu, il pleuvait et bah, il a plu toute la nuit, en fait. Donc les conditions pas fofolles. En partant, j'étais tellement stressée que j'ai eu mal au ventre assez vite. Donc ouais, je me suis dit: «Bon, ça va être compliqué». Puis finalement, d'un coup, tout est passé, j'avais plus mal au ventre, il pleuvait moins, tout allait bien. Et à l'entraînement, parce que là, on passe d'un semi-marathon au mois de mars à une Saint-Élion quelques mois après sur la période du mois de décembre.
tu avais déjà testé des distances supérieures au marathon? Tu étais allé jusqu'à combien de kilomètres pour préparer de la meilleure des façons cette course? Non, pas du tout. J'avais été jusqu'à alors si en compétition, j'avais fait une trentaine de kilomètres, à une course de nuit locale à Orléans, les Décalés de la Citrouille. Donc ça, c'était un bon entraînement, je trouve, parce que c'est départ de nuit aussi, c'est course nocturne, c'est un peu de distance quand même. Et par contre, après, à l'entraînement, j'avais fait 42 kilomètres, mais c'était un peu pour me rassurer. C'était en sortie longue et j'avais mis 6 heures à les faire, donc ça te donne une idée un peu de ma vitesse, qui était pas non plus, excessive, on va dire. Alors, comment tu as appréhendé cette fin de course qui était vraiment là l'inconnu, c'est-à-dire au-delà des 42 kilomètres? Mmh. Est-ce que tu appréhendais ce que le corps allait pouvoir t'envoyer comme signaux, la fatigue, l'usure, le stress lié justement à la course, aux descentes, à la boue? Comment tu as vécu cette intégralité de course avec ce deuxième tiers de course qui est peut-être un petit peu plus compliqué quand on ne sait pas à quoi s'attendre? Bah, je crois que j'avais été tellement stressée au démarrage, et avec mon mal de ventre, il faisait très froid aussi et je pense que c'est ça, en fait, le froid, le stress, voilà. Que finalement, quand c'est passé, il était, la mi-course à peu près et là, j'étais très heureuse parce que je me suis dit: «Laura, tu vas finir ta course que tu prépares, qui te fait tant rêver depuis, que je l'avais découverte». Et bah, même si j'avais un peu mal aux jambes, évidemment et que c'était interminable quand même. Au bout moi, j'avais jamais couru, bah, sûrement plus que 5-6 heures. 6 heures, du coup, c'était quand j'avais fait mon entraînement. Oui, c'était le double de temps, hein, là, que j'ai mis, mais j'étais tellement heureuse qu'en fait, ça s'est très bien passé, d'ailleurs, ça se voit sur toutes les photos, je fais des grands sourires, je suis super contente d'être là, à l'arrivée, il y avait Renaud, enfin, tout allait bien. Donc les ravitaillements avaient été bons? Tu étais en ravito embarqué ou tu avais lorgné sur les tables de fromage à chaque période de ravitaillement? Les tables de fromage évidemment, mais j'avais beaucoup de choses dans mon sac et en plus de ça, je prenais beaucoup de soupe aussi. D'ailleurs, je le conseille à ceux qui font les courses nocturnes où il fait froid. La soupe, c'est vraiment, un bon réconfort, c'est chaud, ça nourrit, c'est salé. Et donc à l'arrivée, tu te dis Mmh. finalement, je peux voir encore au-delà. Là, le marathon, il était Ouais. complètement oublié. Tu avais dépassé justement ces 42 kilomètres, en plus fait à l'entraînement. C'est à ce moment-là que tu as pris vraiment cette affection pour l'ultra-distance et pour ces chemins, on va dire, de trail. Non, là, je me suis dit que c'était une distance déjà, un peu longue. Je me voyais pas trop aller plus loin, mais par contre, je me voyais bien la refaire. Donc ça, c'était en 2019, c'était ma première Saint-Élion. En 2020, je voulais y retourner, mais avec le Covid, ça a été annulé. Tu as dû ronger ton frein pendant toute cette période de confinement sur Orléans, 1 kilomètre autour de la maison. C'était plus de l'ultra, là. Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'avais un home trainer qui était vraiment une denrée rare à l'époque, mais je l'avais acheté avant. Donc là, j'ai jamais fait autant de vélo et j'ai fait après plein de choses. Je courais dans mon appartement, je montais et descendais les escaliers, peut-être que j'ai fait plus de dénivelé pendant le confinement que dans Que toute la pendant tes saison, courses. d'avant. Oui et alors 2020, c'était un peu long effectivement et ensuite 2021, je m'étais inscrite à une course qui s'appelle les Sources de la Loire. C'est à Montgerbier-de-Jonc et bah, aux sources de la Loire, du coup et c'était un 60 kilomètres. Je m'attendais vraiment à, quelque chose de plus sympathique, niveau organisation. C'était un petit peu tristoun. On arrivait dans une salle des fêtes, mais il y avait aucune ambiance, à part les coureurs qui étaient là et qui applaudissaient dès que quelqu'un rentrait, mais c'était vraiment pas terrible, terrible et ça, c'était en octobre. En décembre, Renaud faisait la Saint-Élion et quelques minutes après mon arrivée des Sources de la Loire, je me suis dit: «Faut que j'y retourne. Tant pis si c'est très rapproché comme période, je vais y retourner, je veux revivre ce que j'ai vécu en 2019 et refaire une course comme ça». Alors, est-ce que la deuxième édition, pour toi, a eu la même saveur?
Toi, cette découverte d'une première course, d'une première expérience, c'était pour toi une totale découverte. Est-ce qu'elle a eu, pour cette deuxième participation, le même parfum? Oui, je crois. J'ai adoré encore, c'était vraiment, incroyable. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un bracelet performeur, donc je suis partie dans les premiers sas. Alors pas de bouchons, par contre tout le monde courait très vite et je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que je fais là?» Et puis finalement, j'ai fait quand même une bonne course, donc je pense qu'ils étaient peut-être partis un petit peu vite certains, mais c'était super. Entre ces 2 éditions, qu'est-ce que tu avais changé? Tu avais un peu plus d'expérience sur ce terrain un petit peu boueux, glissant. Est-ce que tu avais travaillé certains aspects techniques au niveau de la pratique du trail ou pas du tout, tu avais rien changé? Alors, pas trop travailler l'aspect technique et l'aspect dénivelé. Par contre, j'avais fait beaucoup plus de distance depuis. Je m'étais entraînée quand même beaucoup plus et donc j'ai moins subi la course, on va dire. J'ai gagné, bah, là, je l'ai faite en 10h30 alors que la première j'avais mis presque 13 heures, par exemple. Donc tu vois, il y a un peu, mais j'avais pu plus courir aussi, le terrain était plus sympa. Et ensuite, alors c'est toujours vers Lyon que tu affectionnes courir? Tu t'es dit finalement la Saint-Élion c'est fait maintenant, je vais partir de Lyon, je vais retourner à Saint-Étienne et je vais revenir à Lyon. Donc là tu as doublé quasiment la distance. C'est ça. Bah, avant, il y avait une petite étape, c'était l'ultramarin. L'ultramarin, c'est 175 kilomètres autour du golfe du Morbihan et ça se passe le 1er juillet et pareil, cette course me faisait rêver parce qu'on avait vu en fait, on est très YouTube, nous, on regarde beaucoup de vidéos et on avait vu, on a des amis, les What the Run, qui avaient fait cette course et on s'est dit, «Ah bah, faut vraiment qu'on qu'on y aille». Donc pareil, on avait lorgné dessus déjà en 2020, mais avec le Covid et finalement tant mieux parce qu'on n'était pas prêts du tout. Et 2021, on n'aurait pas été prêts non plus. Finalement, le Covid nous a retenus, dans notre élan de folie et pour préparer cette course, j'ai pris un coach et je me suis dit: «Bon, si je fais une belle course à l'ultramarin, je m'inscris à la Lyon-Saint-Élion». J'ai pas du tout attendu l'ultramarin pour m'inscrire, en fait. Cette préparation pour l'ultramarin, elle a débuté quand? Tu as mis combien de semaines pour te préparer? Parce que là, on part vraiment sur des distances qui sont en dehors de toute raison, je dirais. On est 175 kilomètres avec toute la stratégie de ravitaillement, la stratégie de course. Est-ce que tu alternes de la marche, de la course? Comment tu as fonctionné pour te dire je vais aller jusqu'au bout. Enfin, le défi, c'est pas juste de prendre le départ, mais c'est d'aller franchir cette ligne d'arrivée. Eh bien, déjà, c'est pour ça que j'ai pris le coach parce que comme j'y connaissais absolument rien, j'ai dit: «On va prendre quelqu'un qui s'y connaît». Donc j'ai contacté, Kif Toron, Nuno, qui pour savoir s'il était d'accord, pour m'aider. Parce que je me suis dit: «Si ça se trouve, il va pas vouloir». Moi, j'ai pas fait beaucoup de longues distances, donc il va se dire: «C'est un peu ambitieux, j'ai pas envie de t'entraîner pour que tu n'y arrives pas et que finalement tu sois plus déçu qu'autre chose». Mais il a accepté tout de suite et on a commencé en janvier 2022. Du coup, on a commencé en janvier la préparation pour juillet, parce qu'au début, c'était plus une préparation à la préparation. Et après 3 mois avant l'ultramarin, là, on est passé, en mode plus sérieux et grosse sortie longue, week-end choc, j'ai découvert des mots que je connaissais pas, les week-end chocs, donc du vendredi au dimanche, on se lève, on mange, on court, on se couche ou pas et on court encore et Comment tu as découvert justement ces longues sorties, ces week-end shocks? Comment on récupère? Parce que le lundi, il faut repartir avec le vélo, direction le bureau. Est-ce que tu as vécu des moments de doute dans cette préparation où l'apport de ce coach extérieur t'a permis de bien calibrer l'entraînement et de te préparer dans les meilleures conditions? et bah, des courbatures, finalement, on n'en a pas tant que ça parce que la préparation se fait en majorité en endurance fondamentale. Donc ça veut dire que mon cœur, il bat pas très vite, je vais pas du tout à fond. Donc finalement, je peux aller courir, 5-6-7 heures sans avoir forcément de courbatures. Je vais sentir que mon corps est fatigué,
mais je vais pas avoir mal aux jambes, du mal à monter les escaliers, et cetera. Et ça, c'est aussi le coach qui dose, les séances pour que ce soit cet effet-là. C'est un côté très rassurant aussi de l'avoir, parce qu'on sait qu'on fait pas de bêtises. Parce que soi-même, on aurait peut-être tendance à en faire trop, peut-être, et à tout le temps vouloir courir, courir et faire de très longues distances et après s'abîmer et se blesser. Ça, c'était ma plus grande crainte, c'était la blessure. Pas pouvoir prendre le départ parce que je suis blessée ou presque pire, prendre le départ blessé. Et là, Tu aurais pris le départ blessé. C'était une option. non, non, ça dépendait, ça dépend de la blessure, mais je pense que ça aurait été très compliqué de pas prendre le départ, mais selon ce que c'était la blessure. Enfin bon, de toute façon, il y a pas eu de blessure, donc on touche du bois. Et cette relation entraîneur-entraîné, comment tu la vis? Tu te laisses porter par le plan donc concocté par ton entraîneur. Vous échangez, c'est de la co-construction parce que entre un plan qui va être mis sur une appli ou envoyé par mail, peu importe le support, avec de telles charges d'entraînement, avec la distance, il faut que tu sois vigilante aux signaux que ton corps peut envoyer, aux éventuels bobos. Comment tu réalises ces semaines d'entraînement avec ton coach qui va les calibrer, mais est-ce qu'il y a un moyen de dévier un petit peu et de s'écouter pour justement aller plus loin et toujours repousser tes limites? Moi, j'ai un grand appétit, donc j'en avais jamais assez. Donc pour le coup, j'ai dû faire toutes mes séances mais par contre, j'étais la bonne élève, je dépassais jamais. Si c'était 2 heures, c'était pas 2h10, et cetera. S'ils me les mettaient tel jour, je les faisais tel jour, même si des fois, dans mon emploi du temps, ça pouvait, ne pas coïncider ou après, après l'ultramarin, ça a un peu changé parce que j'ai plus osé lui dire, «Bah, je suis pas là tel week-end, on va plutôt faire comme ci, comme ça» et en fait, il est très à l'écoute. Donc, il y avait jamais de souci pour décaler ou si jamais je pouvais pas faire une séance pour X raison, on s'arrangeait toujours. Donc, en fait, la relation était très simple. Tout est à distance. Donc soit on s'envoie des messages, soit ça passe, sur Nolio, l'appli de coaching. C'était une organisation qui était facile à trouver, en fait. Et en termes de volume, donc tu disais beaucoup d'endurance fondamentale, le cœur ne monte pas très haut. Est-ce que tu as dû fractionner des séances avec un petit peu plus d'intensité pour gagner un petit peu en vitesse? Comment tu articules et comment s'articule globalement ta planification d'entraînement? Bah, déjà pour fêter notre rencontre, virtuelle, parce qu'on s'était pas encore vu avec le coach, il m'a fait faire un test VMA. Donc la prépa a failli s'arrêter là parce que c'était horrible. Fallait courir à fond la caisse, j'ai pas l'habitude et après, pendant les mois qui ont précédé, l'ultramarin, enfin la vraie prépa de l'ultramarin, là, on a fait beaucoup de vitesse pour se mettre en jambes et une fois qu'on a attaqué la vraie prépa 3 mois avant, là, on a été, plus sur des sorties longues et on faisait aussi du seuil. Donc c'est de la vitesse mais un peu moins, c'est pas du 30 secondes, par exemple, ça va être plus, 1/4 d'heure, à telle allure et on travaillait au cardio beaucoup. Ça, je connaissais pas non plus avant lui. Donc, il a fallu, découvrir ce que c'était, AS1, 2, enfin, j'aurais toujours du mal à l'expliquer d'ailleurs, donc heureusement qu'il est là. Au niveau des sorties longues, quand tu dis partir pour 6 heures, 7 heures, à quoi tu penses? Quelles sont finalement tes pensées pour occuper ces longues sorties? Est-ce que tu les fais seul? Est-ce que l'entraînement se réalise en solo ou est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu trouves des partenaires d'entraînement pour ces longues sorties, peut-être en bord de Loire ou sur les chemins de la forêt orléanaise? Je suis souvent, bah, tout le temps en fait, toute seule. J'aime pas trop courir avec quelqu'un parce que j'ai toujours l'impression de pas être à mon rythme, alors que ce soit trop rapide ou pas assez. Et quand je suis avec quelqu'un, j'ai tout le temps envie de me plaindre, je suis fatiguée, j'ai mal ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, quand je suis toute seule, bah, je me plains pas et puis ça va bien. À quoi je pense? Très simple, à ce que je vais manger en rentrant, tout le temps. «Ah, je mangerais bien ci, bien ça», et après j'écoute beaucoup de podcasts, un petit peu de musique, mais c'est vraiment les podcasts. Qui m'ont, distrait le plus. D'ailleurs, au début où j'ai commencé à courir, je m'ennuyais beaucoup. C'était,
j'allais courir 1 heure, c'était interminable. En fait, je savais pas, j'écoutais de la musique, mais ça me sortait pas. Et les podcasts, ça a été une vraie révélation. Pour le coup, ça occupe vraiment bien. En termes de podcast, alors, seulement des podcasts running ou d'autres sujets qui rencontrent tes centres d'intérêt? Vers quoi tu vas quand tu écoutes justement ces podcasts? Et c'est, le podcast Dans la tête d'un coureur qui m'a mis le pied à l'étrier du podcast parce que je crois qu'il a démarré à peu près en même temps que moi. Moi, la course à pied, lui, les podcasts. Et une fois que j'ai découvert celui-ci, j'en ai découvert d'autres après, Course épique, à côté de mes pompes. Je sais pas si tu connais. Vaguement, bon, quelqu'un de la région orléanaise aussi qui podcast. Voilà. Et après, j'écoute Transfert. C'est un podcast qui raconte des histoires de personnes qui ont vécu des choses incroyables. Et ça, c'est le seul qui est pas de course à pied que j'écoute, mais sinon, c'est principalement course à pied, oui. Laura, au niveau de ces valeurs, de la philosophie du trail, qu'est-ce qui te pousse à continuer ces grandes épopées, ces courses au long cours? Qu'est-ce que tu retrouves dans cette famille du trail? On vante souvent la solidarité, cet aspect tourné vers la nature. Est-ce que c'est ça qui fait que tu as adhéré à cette pratique plus qu'au chrono, à la performance, qui ont été tes débuts hein, avec ce semi-marathon sur route? Là, je crois que c'est vraiment les émotions au début. Parce que l'arrivée du semi, j'ai découvert des émotions que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert que je pouvais être fière de moi, d'avoir accompli ça toute seule. Et c'est vrai que dans la vie, finalement, on n'a pas toujours l'occasion d'être fier de soi. Et là, c'était vraiment un peu une révélation de me dire waouh, t'as fait ça, super. Je pensais pas que dans la vie, tu serais capable de faire ça. Et bah, plus la distance s'allongeait, plus je me disais, mais waouh, en fait, mon corps, on peut être super amis. Enfin, je dis pas que ça allait pas dans mon corps ou dans ma tête avant, mais là, ça a créé vraiment une harmonie tête et corps qui travaillent ensemble pour accomplir quelque chose. Ensuite, pour les valeurs, bah, je cours pour une association qui s'appelle, les Rubans Bleus. C'est une association qui promeut le bien-être, par le sport pour les malades de la sclérose en plaques. Et ma cousine et une de mes amies très proches sont atteintes de sclérose en plaques. C'était super important pour moi de courir aussi pour ces personnes qui peuvent pas courir. En même temps, j'avais aussi une copine qui avait un cancer, très gai, et elle pouvait pas courir évidemment ni faire de sport. Et je trouve que faire ça quand on peut le faire, c'est important, et de porter les valeurs aussi et de la visibilité pour les autres. Donc, tu as ton t-shirt spécifique avec les rubans bleus. C'est comme ça qu'on peut Toujours. te reconnaître. Exactement, il est toujours là. La Saint-Élion, il était pas là parce que les manches longues étaient vraiment nécessaires. Désolée les rubans bleus, mais le froid avant tout. Mais oui, le t-shirt blanc avec le ruban bleu dessus est là, et c'est une association qui est on est très proches. Quand on se retrouve sur les courses, on est toujours très, très heureux de se voir, et c'est important pour nous d'être ensemble et de donner une image pour l'association. Donc, ce côté solidaire, le Oui, partage, ça, c'est des oui. valeurs qui t'animent. Alors, tu disais, la tête est alignée avec le corps au niveau du regard de tes proches qui t'ont connu avant 2018 à ne pas pratiquer le sport et te voir aujourd'hui réaliser des très, très, très longues distances, des entraînements également de très longue durée. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Je pense qu'au début, ça a dû leur sembler vraiment très bizarre, cette nouvelle passion, et ils ont tous dû se dire: «Oh, ça va lui passer». Finalement, non. Bah, depuis, mes parents, je pense qu'ils dorment pas toujours sur leurs 2 oreilles quand on est partis, pour, faire 100 kilomètres, 170, au milieu de nulle part, ils doivent pas très bien dormir. Ensuite, mes collègues, bah, en fait, mes collègues sont devenus, des amis pour la plupart, et surtout, ils suivent, attentivement, chacune de mes courses, ils envoient plein de messages, et ils sont vraiment, vraiment adorables et toujours là. Alors qu'ils m'ont connue justement sans faire de sport, donc en fait, ils ont vu toute la progression. Ils m'ont vu, partir en short, un nombre incalculable de fois du travail, et puis après, bah, nos amis, pareil qui nous connaissaient avant, bah, ils ont compris que maintenant en soirée,
ça sera plus 3 bières, mais une seule, des choses comme ça, que le lendemain matin, je vais devoir me lever pour aller faire mon footing. Et pareil, en fait, ça les fait rire et puis ils suivent ça quand même assidûment aussi. En pleine nuit, on reçoit plein de messages, «Oh, on vous a vu biper à tel endroit». Donc en fait, ça a créé vraiment je sais pas comment dire, une vague et tout le monde a été emporté dans cette vague et en fait, on a très peu d'amis qui suivent pas nos aventures ou qui s'en fichent. En fait, là, on a beaucoup de chance, la plupart sont très friands de ça, donc c'est vraiment sympa. Comme quoi, c'est le partage aussi, même avec ceux qui courent pas, mais qui vivent en fait avec nous, parce que nous, quand on va courir, moi, c'est souvent pendant la course où je me dis: «Ah je sais que telle personne pense à moi en ce moment» et c'est fou en fait, de courir avec tous ces gens-là, on n'est jamais tout seul. Donc ça te redonne un petit brin d'énergie. Si la côte est difficile, si le moral flanche un petit peu, tu sais qu'il y a une armée d'amis, de proches qui derrière toi sont là pour t'encourager. Oui, d'ailleurs, dès que j'ai un petit coup de mou, je regarde, vite fait mon téléphone, toujours un petit message adorable, de quelqu'un qui dort pas en pleine nuit. Est-ce que tes proches t'accompagnent, sont déjà venus sur des périodes de ravitaillement pour te voir à tel point, tel point, tel point? Ou est-ce que tu fonctionnes vraiment en solo, d'où peut-être ces craintes, tu disais, de partir pour 170 kilomètres, je peux leur faire quelques frayeurs. Mes proches qui courent pas, non. On a juste un couple d'amis qui étaient sur Lyon, donc eux, ils étaient venus nous voir à l'arrivée de la Saint-Élion. Mais sinon, des amis qui courent sont déjà venus au ravitaillement faire des surprises. Là, cette année, j'ai fait une course en Alsace, par exemple, et j'arrive à un ravitaillement. Il y avait 2 amis à nous et ils m'attendaient avec une flamencuche, en guise de ravitaillement. Et ça, c'est des petits gestes, adorables. Mais sinon, non, on n'a pas trop de personnes qui se déplacent, mais en même temps, des fois, on va loin, donc on peut pas leur demander non plus, de nous suivre si loin. Alors, sur l'ultramarin, où le terrain est quand même un petit peu plus plat, je dirais, est-ce que tu as pris autant de plaisir que sur les montagnes lyonnaises ou sur les montagnes dans la région de Chamonix? Est-ce que c'est le même terrain de jeu et est-ce que ton cœur balance quand même plus vers les montagnes? Eh bien, pour le côté pratique, je dirais que l'ultramarin, c'était quand même plus facile de s'entraîner pour cette course parce que c'est mon terrain. Clairement, c'est plat, très plat. Il y a eu énormément de plaisir parce que c'était mon premier vrai ultra, on va dire, plus de 80 kilomètres et là, c'était pareil, c'était absolument fou de courir j'ai mis 26 heures, pendant 26 heures de courir, dans un endroit pareil, prendre le bateau, à la mi-course parce qu'on doit traverser, enfin donc pas mal de plaisir. Par contre, le fait que ce soit plat, c'est super dur de relancer. Parce que quand tu as une côte, par exemple, tu marches dans la côte et dès que ça descend, tu es, pris dans l'élan et tu descends. Donc ça, c'est plus Saint-Élion. Là, par contre, au bout d'un moment, il fallait vraiment que la tête, force le corps à se dire: «Allez, allez, on y va!» Il y avait plus trop l'envie à la fin. Il était temps que ça se termine. Beaucoup en ultra disent qu'une fois qu'on passe le cap des 100 kilomètres, on bascule dans un univers tout autre. Est-ce que tu as ce sentiment-là et est-ce qu'il y avait une appréhension à repousser des limites qui étaient jusque-là encore inconnues pour toi, hein? Tu avais déjà cette expérience de la Saint-Élion, mais là, au-delà de 100 kilomètres, jusqu'à 176 kilomètres, est-ce qu'il y avait peut-être des doutes encore plus importants que sur les précédentes courses sur cet ultramarin? Ah oui, ça, des doutes, il y en avait, énormément. Mais encore une fois, le coaching a aidé aussi à les baisser un petit peu parce qu'on avait fait une visio avec Nuno juste avant la course et il savait que j'étais prête, donc je savais que j'étais prête. Je me suis dit: «Tu as fait tout ce que tu pouvais, là maintenant, il faut pas se faire mal, donc pas tomber, pas de cheville, et normalement tu dois finir». Donc j'essaie de me convaincre que ça allait le faire. Mais oui, il y a beaucoup de doutes et c'est vrai qu'une fois qu'on passe les 100 kilomètres, psychologiquement, on se dit: «Waouh, j'ai fait 100 kilomètres. Maintenant, il me reste une Saint-Élion en distance». Au bout de 100 kilomètres, c'est pas trop le truc qu'on a envie de se dire: «Il reste une Saint-Élion», mais ça s'est fait quand même.
Et comment tu l'as terminé? Est-ce qu'à un moment donné, le corps dit stop et c'est vraiment la tête qui t'emmène jusqu'à l'arrivée? C'est penser vers tes proches, vers les personnes de l'association Ruban Bleu. Comment on vit cette fin de course quand ça tire de partout et que les courbatures, les crampes peuvent arriver? Eh bien, je savais qu'il y avait des amis des Rubans Bleus qui étaient arrivés, pas très, très longtemps avant moi. Ils faisaient le format 100 kilomètres et ils étaient venus sur la ligne d'arrivée, donc je me suis dit: «Faut que je me dépêche, comme ça je vais peut-être les voir en arrivant». Donc ça me tirait un petit peu et surtout, moi, dans ma tête, quand je partais, pour l'ultramarin, j'allais passer 2 nuits dehors et en fait, je me rendais compte que j'allais passer qu'une seule nuit dehors et que j'allais arriver avant la deuxième nuit et ça, c'était inattendu et j'étais très contente, donc je me suis dit: «Faut vraiment pas que je lâche le rythme», parce que dès qu'on se met à marcher, c'est très, très long. Alors que des fois, courir un tout petit peu déjà, ça fait avancer un peu plus vite évidemment, mais donc ouais, c'était vraiment ça. J'étais pressée d'arriver pour les voir et pour finir avant la nuit. Je suis arrivée à 20:00, il y avait, plein de monde, c'était pas la nuit, donc c'était vraiment un très bon moment qui valait le coup de se motiver un petit peu sur les derniers kilomètres. Et sur le calcul de ton allure à l'entraînement, comment vous aviez déterminé ton rythme de course? On évoquait dans une capsule avec Bruno l'allure marathon, l'allure 100 km qui se base sur un semi ou sur un marathon. Là, sur un format ultra, quels sont les critères qui ont été retenus pour valider ton allure de course? Endurance fondamentale. C'était surtout, ne pas partir trop vite pour pas, griller des cartouches comme on dit et être hyper fatigué, dès qu'on avait plus de jus, quoi. Donc j'ai essayé de partir tranquillement, mais avec, l'excitation du départ, tout le monde qu'il y avait, mon cœur, il battait super vite. Je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que tu fais?» Et finalement, j'ai réussi à me calmer un peu et à tenir un rythme, qui était très lent, hein. J'ai vraiment pas été, vite au départ, en tout cas. Bon, même après, remarque. Mais je voulais garder un rythme, toujours le même et calme. S'il y a une petite côte, on marche. S'il y a une descente, on peut courir un peu plus vite, mais mais je voulais vraiment rester, oui, pas très rapide. On fonctionne plus en termes de fréquence cardiaque qu'en termes d'allure, donc finalement, je restais, dans ma zone, d'endurance et voilà. En termes de matériel, Laura, au niveau des pieds, la podologue, tu l'as dit, elle t'a fait Mmh. des semelles qui te font voler. Mais est-ce Mmh. qu'il y a eu des ampoules? Quel type de chaussures tu utilises? Est-ce qu'il y a un modèle qui recueille tes louanges? Une paire que tu emmènes partout parce que tu sais que c'est des chaussons confortables et sans aucune difficulté pour aller sur de très très longues épreuves. Eh bien non, mais j'ai pas trop de paires favorites, je change souvent. D'ailleurs, je me souviens même plus l'ultramarin quelles chaussures j'avais la première année, mais je me souviens qu'il fallait choisir, trail ou route et c'était super compliqué pour moi, je savais pas quoi prendre. Parce que c'est pas un terrain trail, mais en même temps, c'est pas de la route non plus. Bon, j'ai choisi trail, je pense que c'est une bonne idée parce qu'elles sont quand même plus confortables. Après, pour la Saint-Élion, par contre, donc là, très typé trail, j'ai les Hoka Speedgoat. Elles ont des très gros crampons et avec ça, j'ai jamais glissé. Donc je les recommande vraiment, elles sont confortables, on glisse pas. Et j'ai aussi des Cascadia de Brooks. Pareil, très bonne accroche et très confortable. Ça, pour le trail, c'est vraiment mes préférés. Et après, bah, pour, les chemins, j'ai pas trop de je change souvent donc Est-ce que tu utilises des bâtons, des manchons de compression, un matériel spécifique de trailer, ou est-ce que tu te laisses porter vraiment avec tes sensations en mode minimaliste, je dirais? les manchons de compression, j'ai arrêté. J'en mettais à un moment donné et puis je me suis dit: «Oh finalement, je préfère, rien avoir en fait». Et moi, je suis tout le temps en short en plus, j'aime vraiment, oui, plus, minimaliste, on va dire. Et par contre, j'utilise les bâtons, oui. Alors à l'ultramarin, je pense que c'est pas obligatoire du tout, parce que c'est plat. Mais malgré tout, au bout de quelques kilomètres, les bâtons, ça fait plaisir de s'appuyer un petit peu dessus, pour avancer. Par contre, dès qu'il y a un peu de dénivelé, les bâtons, c'est vraiment super, ça pour les cuisses notamment, elles vous remercieront, de les utiliser.
Par contre, à la Saint-Élion, il n'y a pas de droit au bâton. Ce que disait Éric Le Blaché, avec qui on a enregistré pas plus tard qu'hier soir, donc c'était un épisode donc sur sa prépa également de la Lyon-Saint-Élion, toi qui en es la lauréate, et il disait que sur le trail, lui, il n'utilisait pas de bâton parce qu'il faisait beaucoup de vélo et c'était de bonnes cuisses de cycliste professionnel qu'il avait, et il me disait je pousse sur les cuisses et j'ai pas besoin de bâton. Alors toi qui fais du vélo taf, est-ce que tu va accentuer peut-être la dose de vélo pour te séparer des bâtons que tu peux utiliser? Non, je pense pas parce que moi, vivant à Orléans, mes cuisses, elles ont beau faire du vélo taf, elles ont besoin d'aide. Aidez mes cuisses, prenez des bâtons. Donc, si on reprend chronologiquement, après cet ultramarin, tu étais déjà inscrite à cette Oui, Lyon-Saint-Élion, avec là beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. Tu attendais avec impatience ce 4 décembre pour t'élancer de Lyon et ne pas avoir à faire la navette donc jusqu'à Saint-Étienne. Tu te dis, je vais y aller directement à pied et je reviendrai à pied. oui, j'ai un peu le mal des transports. Je me suis dit, on va s'épargner cette souffrance. Et, euh, et Renaud voulait faire la Saint-Élion cette année-là, refaire la Saint-Élion. Et je me suis dit, c'est super si je fais la Lyon-Saint-Élion. Je pense qu'au retour, tu vas me doubler et on pourra passer un moment de course ensemble pour une fois, nous qui courons jamais ensemble. Comment tu l'as préparé? Tu étais sur cette bonne forme, tu surfais sur cet ultramarin et tu as pu continuer, on va dire, cette saison jusqu'à cette Lyon-Saint-Élion, où tu as repris une préparation spécifique après une petite coupure quand même sur cette période d'été, après avoir bien digéré l'ultramarin. L'ultramarin, c'est le 1er juillet et tout le mois de juillet, j'ai très peu couru. Un tout petit peu, mais d'ailleurs, on avait arrêté la prépa avec Nuno parce qu'il a dit, en juillet, ça sert à rien, tu vas te reposer. Et on a repris en août. Mais en août, c'était très calme aussi parce que c'était mes vacances. Et en vacances, on aime bien plus faire de la rando. On va à la montagne. Et, on est bénévole sur l'UTMB d'ailleurs. Donc on s'amuse bien à Chamonix, mais plus en rando. Et on a repris vraiment très sérieusement en septembre, tous les deux. Alors, cette expérience d'aller-retour de Lyon-Saint-Étienne-Lyon, est-ce que c'est encore autre chose que cette Saint-Élion que tu as vécue, que tu affectionnes, sur laquelle tu es retourné? Là, tu partais, alors pas dans l'inconnu, parce que tu connaissais le parcours dans un sens, tu l'as fait dans l'autre. Combien il y avait de féminines d'ailleurs au départ? Parce que vous ne devez pas être une grosse cohorte de femmes à s'élancer sur de tels défis. Non, je te confirme, on n'était vraiment pas nombreuses. Alors, je saurais pas te dire combien, mais en plus de ça, alors c'était plus par curiosité parce que j'avais pas du tout cette ambition, mais avant de partir, on a été regarder sur le live trail avec Renaud qui étaient les favorites. Et en fait, je crois que les 2 ou 3 premières n'ont pas pris le départ. Donc elles étaient pas là. Donc on enlevait déjà à la petite liste de femmes, on en enlevait déjà quelques-unes. On est très peu nombreuses à faire des longues distances comme ça, c'est très dommage. Et de voir ces têtes d'affiche sur la course féminine ne pas prendre le départ, est-ce que ça a trotté dans ta tête en te disant, tiens, elles ne sont Tiens, pas tiens. là, est-ce que j'irai pas défendre mon dossard et réaliser une belle course pour performer sur cette Lyon-Saint-Élion? Si, je me le suis dit, mais l'aller, il est pas chronométré. Donc, on va vraiment à notre rythme. Il faut juste arriver avant une certaine heure à Saint-Étienne. Donc, je me suis dit, j'y vais vraiment tranquillement. Et quand je suis arrivée à Saint-Étienne, il y avait déjà pas mal de femmes qui étaient arrivées, peut-être 6, je crois. Je me suis dit, bon, s'il y a déjà 6 qui sont arrivées, c'est qu'elles sont en super forme et elles sont plus fortes que moi, en fait. Elles ont réussi à faire cette distance-là super vite. Donc, d'un côté, ça m'a enlevé une sorte de pression où je me suis dit, je vais faire mon retour tranquillement, je vais pas me faire d'illusions, et puis ça va bien se passer. Et le retour alors, tu as carburé. Est-ce que tu as un Mmh. moyen physique de repérer ces personnes qui sont sur la Lyon-Saint-Élion dans peut-être le flot des coureurs qui ne font que Saint-Étienne-Lyon? Comment vous Oui, pouvez savoir qui est qui? Est-ce qu'il y a un dossard différenciant? Comment ça se matérialise? c'est ça, on est les dossards jaunes.
et on prend le départ dans la première vague avec les élites, derrière les élites quand même, parce que sinon les pauvres, vu notre allure, et c'est comme ça qu'on se repère. Ça, c'est un super repère aussi parce que ça a créé un peu une solidarité. On n'est pas très nombreux. On a tous fait l'aller, donc on a tous vécu la même chose. Et là, il y a une bonne ambiance, on s'encourage. Dès qu'on se double ou qu'on se croise, c'est allez, ça va aller, on va y arriver. On part sur un temps cumulé. Si vous avez fait l'aller en liaison, entre guillemets, non chronométrée, non pris en compte, comment ça se manifeste sur l'aller-retour? Comment on va positionner les athlètes sur le classement général? C'est vraiment que sur le temps du retour. C'est comme si on n'avait pas fait l'aller, en gros, mais on n'est pas classé avec ceux qui font la Saint-Élion. Donc on n'est que entre nous, mais que sur le temps du retour. L'aller est plus symbolique. Et sur ce retour, alors, comment tu as géré ta course après déjà une moitié de parcours dans les jambes? Eh ben, je commence à courir en même temps que les autres. Je suis un petit peu étonnée parce qu'en courant, je me dis: «Ah bah, mes jambes, ça va, en fait, j'ai pas trop mal aux jambes». Faut dire à la pause, j'avais bien mangé, je m'étais reposée, mais quand même. Donc j'étais plutôt contente. En plus, on passe à des endroits où je me souvenais l'année dernière, comme j'étais partie aussi dans les premiers sas, je me revoyais doubler des dossards jaunes qui marchaient à la mini côte, du départ ou et je me suis dit: «Ah, moi j'arrive à courir, c'est super». Mais je vois pas trop, d'autres filles, en fait. J'en ai vu une au départ, Maude, qui est la première qui était arrivée à Saint-Étienne et qui est très, très forte, mais après je l'avais perdue de vue, je savais pas trop où elle était et bah, du coup, je suis partie comme ça et puis, je me suis dit: «Bon, on verra, quand je serai fatiguée, je ralentirai» et puis et le miracle a eu lieu. Tu dis le miracle a eu lieu, c'est-à-dire que on t'annonçait justement ta position au niveau des ravitaillements, tu savais que tu étais en tête ou absolument pas jusqu'à l'arrivée donc à Lyon? Eh bien, un premier ravitaillement, comme j'avais pas vu d'autres femmes, je me suis dit: «Je vais regarder sur l'appli». Donc je me connecte, cliquer sur son portable. Je regarde et je vois je suis troisième. Je me dis: «Ah bah, c'est cool et tout», mais d'un côté, 3e, je me dis: «Ah, si la quatrième elle me double, je vais peut-être pas avoir la force de revenir sur elle ou quoi» et je sors du ravitaillement, donc je rebip une deuxième fois et je reçois un message de Renaud. Renaud qui courait la Saint-Élion du coup et qui me dit: «Loulou, tu es 1re». Je me dis: «Quoi?» Je revérifie sur l'appli et effectivement, je devais être la première à sortir, du ravitaillement. Donc là, je me mets à trembler, un peu genre d'excitation et tout. Je me dis: «Oh là là!» Je regarde tout le monde autour de moi, voir si je vois une fille ou pas, et du coup, je continue jusqu'au ravitaillement d'après et heu et je demande à Renaud: «Bah, je suis combien et tout?» Il me dit: «Bah, tu es toujours première». Et après je me dis: «Mais Renaud, il court, je peux pas lui demander ça, toute la nuit, le pauvre, il a aussi sa course à faire». Donc là, je fais appel à un ami, Vincent. Et je savais qu'il suivait la course, il était chez lui et je lui dis: «Vincent, tu peux me donner, les temps?» Parce que je lui dis: «Je suis super stressée, en fait, là, je suis première, mais j'ai aucune idée, combien de est la deuxième, et cetera». Il me dit: «Allez, pas de coup de bambou, continue comme ça», et il me donnait, mon avance, enfin, il a été incroyable. Toute la nuit, il était avec moi et d'habitude, j'écoute toujours de la musique. Mon portable, il est dans le sac et je le regarde vraiment si, ça va pas trop ou si je veux changer de musique et là, j'étais toute la nuit, j'étais avec lui, en fait et il m'a poussée jusqu'à l'arrivée et en fait, j'étais super large à l'arrivée. J'étais, vraiment dans un flow, on va dire. Je crois que c'est ça qu'on dit quand on est vraiment dans une harmonie parfaite où, le corps, la tête, tout avançait bien, pas de douleur, pas de, pas de coups de mou, rien. C'était la course parfaite. Tu aurais presque pu retourner jusqu'à Saint-Étienne pour refaire un autre, Presque. un autre trajet. Alors, tu finis en combien d'heures? Quel est finalement le temps à l'arrivée de cette Lyon-Saint-Élion? La honte, je sais même plus. J'ai dû mettre un peu moins de 11 heures, je crois, pour, le retour. Et j'avais mis plus de temps à l'aller et je crois que le speaker a dit que j'étais la seule, femme à avoir fait un retour plus rapide que l'aller. Excusez-moi si je dis des bêtises. Mais c'était vraiment mon but. À l'arrivée,
tu as été accueilli par une foule en délire, par un public très, très nombreux. Est-ce que tu as bien vécu cette arrivée de la première féminine sur cette course? Dans ma tête, quand je traverse le dernier pont qui me sépare de la Altony Garnier où il y a l'arrivée, je pleure et je me dis il faut que je vide toutes mes émotions avant de passer la ligne, comme ça je vais pouvoir bien en profiter. Et sauf qu'en fait, que je suis arrivée dans la Altony Garnier, c'était calme plat. Il s'est rien passé du tout, à part mon ami Thomas qui attendait sur la ligne et qui a crié, qui a tout filmé, mais il s'est rien passé. En fait, j'étais super surprise. Je me dis mais il se passe quoi? J'ai pas gagné ou Et en fait, c'était la remise des récompenses pour les premiers de la Lyon-Saint-Élion, mais hommes. Alors, est-ce que c'est une source de frustration pour toi de ne pas avoir été accueilli à la hauteur de cette performance? Tu le disais, hein, il y avait très peu de concurrentes féminines. On a beaucoup parlé du vainqueur, Alexandre Boucher, qui était lui arrivé et qui avait déjà réalisé, je pense, cette course. Hein. Il doit être tenant du Oui, titre. c'était son triplé. Est-ce que ça t'a frustré de ne pas être auréolé autant qu'Alexandre Boucher, casquette verte, sur cette arrivée de course? Ouais, c'était super frustrant. Après, j'étais tellement heureuse d'avoir gagné. Enfin, d'avoir gagné. C'était pas vraiment la victoire, c'était tout. La course était incroyable. Et que, en fait, peut-être que mes amis et mes proches ont été plus frustrés que moi. Mais oui, c'est sûr, j'aurais préféré avoir une arrivée en fanfare. Alors ça s'est passé par la suite. Il y a eu Ouais. un bel événement, une belle demande que je vais te laisser raconter, parce que là, on est dans l'instant émotion, encore plus que l'arrivée et encore plus que ce que tu as pu vivre sur la course. Bah, en fait, il y a eu plusieurs montées de podium. Il y a la première, quand je suis arrivée quelques minutes après, j'ai eu le droit de monter sur le podium. J'étais toute seule, donc c'était super. Et après, quand mes camarades femmes sont arrivées, on a refait un podium et ça coïncide avec l'arrivée de Renaud qui faisait sa Saint-Élion. Donc il est arrivé là. Donc moi, je vais le féliciter. Il me dit: «Mais dépêche-toi, ils vont t'appeler sur le podium et tout». Je fais: «Oh bah, détends-toi». Et il fait: «Non, non, vas-y». Donc je retourne sur le podium parce qu'effectivement le speaker m'appelle. Je monte, je me tourne vers la scène et je vois Renaud en train de monter sur la scène aussi. Et là, bah, je comprends tout de suite, enfin, en fait, je m'y attendais pas du tout. Mais d'un côté, pourquoi il serait monté sur la scène? Et là, genou à terre et il sort la boîte avec la petite bague dedans et il me dit: «Loulou, j'ai une petite question pour ma chérie». Il dit: «Est-ce que tu veux m'épouser?» Là, je waouh, bah oui, 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 oui. Donc un oui aussi rapide que l'inscription que tu avais dégainée pour cette Saint-Élion. Tout à fait. Un oui du cœur. Quel sera le programme de ce mariage? Vous emmenez tous les invités sur un ultra et vous les faites cheminer pendant 150 kilomètres? Bah, le but, c'est quand même la nuit blanche, donc ils vont au moins vivre ça. Après, ils vont courir sur le dance floor, je pense plus que plus qu'autour de la salle, mais À quelle date est prévu ce mariage? Parce que là, dans la planification, il faut pas qu'il y ait un événement de course. Il n'y a pas d'ultra sur cette période entre les préparatifs et cette cérémonie de mariage à venir. donc on a bien planifié ça, pas en même temps que l'ultramarin, donc ça sera le 8 juin et comme ça, on a le temps de continuer un petit peu notre prépa après, pour retourner sur d'autres événements. On n'a pas trop prévu, juste avant. Un peu risqué. Par contre, le après, là, ça va pas rigoler. Laura, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette frustration de ton arrivée sans effusion, sans grande manifestation, donc dans cette halte Tony Garnier, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi qui vis l'ultra de l'intérieur, de la place des femmes et, tu l'as dit, être bénévole sur l'UTMB, des performances affichées par certaines concurrentes, on l'a vu encore cette année, hein, avec la reine Courtenay sur Mmh. la distance majeure. Comment tu as vécu cela et qu'est-ce que tu en penses en tant que femme dans cette pratique du trail et de l'ultra? Bah, déjà, les femmes, on est vraiment beaucoup moins nombreuses. Donc, juste pour ça, déjà, je trouve qu'on devrait être un peu plus mis en avant quand on ose y aller et réaliser ce genre de défi.
Après, les femmes comme Courtney, c'est incroyable parce qu'elles arrivent même à concurrencer les hommes. Donc, c'est d'autant plus fort. Et aussi, les femmes, on a des problèmes que les hommes n'ont pas. On a tous les mois, il nous arrive des choses qu'on ne souhaite à personne. Et pour autant, on arrive quand même à continuer notre prépa. Des fois, on s'engage sur des courses, on n'est pas au meilleur de notre forme. Pour autant, on y va, on fonce. Le taux d'abandon chez les femmes aussi sur les grandes distances, il est plus faible que les hommes. On a plus de, je sais pas, de mental peut-être C'est ce que pour j'allais te y aller. demander. Est-ce que vous avez un mental qui est plus important, plus développé, une capacité et une résistance à l'effort qui est plus grande? Peut-être, ouais, peut-être une grande résilience aussi, un peu chez les femmes. Et il y a un autre truc aussi, je pense que les hommes sont peut-être plus casse-cou, je sais pas, et qui se disent allez, j'y vais, je m'inscris à telle course, alors que ils sont peut-être pas encore prêts. Alors que les femmes, elles vont prendre le temps de la réflexion et de se dire bon, si je veux faire cette course, il faut que je m'entraîne, je peux pas y aller maintenant. Bah, typiquement, je te disais au début que je voulais faire un marathon, mais que je voulais attendre un an d'entraînement pour le faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont dû faire un marathon au bout de 3 mois de course à pied parce que bah, c'était leur objectif, on va dire. Et s'ils y arrivent, bah, tant mieux, c'est super. Mais c'est vrai que les femmes prennent peut-être plus le temps de se préparer et que ça paye sur les courses. Est-ce que tu as déjà vécu ce qu'évoquait Marina, hein, qui est aussi une athlète qui court du côté d'Orléans? Est-ce que tu as vécu des remarques, des réflexions de la part d'hommes que tu as peut-être dépassé, doublé? Est-ce que certains se sont mis en travers de ton passage pour te barrer la route parce qu'ils sentaient que tu étais bien plus à l'aise dans ce moment de flow là, où tu dépasses avec beaucoup de souplesse les concurrents? Est-ce que tu as eu ce genre d'anecdotes un peu désagréables? Alors sur route, oui, un petit peu. Pas alors, c'était pas des réflexions, mais dès que je doublais un homme, je sentais qu'il accélérait. Ou alors il me laissait pas doubler tout de suite et il accélérait pour, que je le dépasse pas tout de suite. Par contre, en trail, c'est presque l'inverse. Alors j'ai peut-être de la chance aussi, hein, et il s'est jusqu'ici rien passé, mais plus, des hommes qui disent: «Ah bravo, qu'est-ce que tu es en forme, continue», donc peut-être une ambiance plus conviviale. Après, en trail, les distances, des fois, sont tellement longues qu'on sait qu'on fait pas la course, voilà, la Lyon-Saint-Élion, c'était une chance, hein, de faire la course pour la gagne, mais en général, on fait la course pour finir et c'est mieux si on finit ensemble. Alors que tu finisses 107e ou 110e, en vrai, l'important, c'est de finir. Donc c'est peut-être pour ça aussi que sur les longues distances, j'ai moins trouvé cette, «concurrence» entre guillemets homme-femme. Tu t'alignerais sur des courses spécifiquement ouvertes aux femmes ou tu apprécies la mixité? Alors j'ai fait la parisienne, j'avais gagné un dossard et j'avais adoré parce que c'était en plein Paris, on traverse les Champs-Élysées. Je me suis dit: «Waouh, ça c'est que pour nous, c'est que pour les femmes, c'est incroyable». Mais après, en général, je suis plus pour la mixité. Je trouve ça super qu'on prenne le départ de la même course. Tout à l'heure, tu parlais d'Alexandre Bouchex, casquette verte. Par exemple, il m'a envoyé un message à la fin de la Lyon-Saint-Élion pour me féliciter. On a fait la même course, en fait. On a vécu des émotions similaires. Alors que si c'était une course homme, puis une course femme, on aurait plus distingué et encore plus les deux sexes. Et puis en plus de ça, vu qu'on n'est pas très nombreuses à faire des ultras, alors si en plus on était qu'entre nous, on verrait personne. Et au niveau de cette fatigue, tu le disais, en tant que femme, chaque mois, il y a des périodes où c'est pas facile, c'est un petit peu compliqué pour garder le même niveau d'énergie. Comment tu arrives à passer outre cela et à garder le cap d'un entraînement malgré ces règles qui viennent et qui peuvent mettre à plat une femme avec des douleurs qui sont subies? Comment toi tu maintiens le cap, vaille que vaille? L'entraînement, c'est l'entraînement et je ne déroge pas du plan? Oui, c'est ça, je me pose pas trop de questions. Moi, c'est, la carotte, c'est le dossard. Je me dis, là, j'ai une course, dans, admettons, 3 semaines. C'est pas le moment de me relâcher, j'y vais et puis je sais que je serai contente de l'avoir fait même si la séance est dure. Alors que si je la fais pas et que je reste dans mon canapé,
je vais culpabiliser. Donc non, j'y vais. J'essaie de pas trop me poser en fait. C'est ça un peu le secret aussi, je pense. Quand je rentre du boulot, je pars directement courir. Ou les week-ends, je me lève, je vais courir. Comme ça, c'est fait. Et même s'il y a la fatigue, même s'il y a les douleurs, faut y aller. Alors tu dis, le dossard, c'est vraiment la carotte. Le cheminement, tout ce que tu vas mettre en place dans les semaines qui précèdent, dans les mois qui précèdent, parce que on est sur du temps long quand on prépare de l'ultra, est-ce que ça a la même saveur ou est-ce que des fois tu dis, bon, vivement que l'entraînement et que le plan avance un petit peu plus vite parce que j'ai hâte d'aller retrouver ces émotions vécues initialement sur ce semi-marathon qui a été le détonateur de tout ce que tu vis aujourd'hui? Là, c'est une bonne question. Je pensais que c'était vraiment le dossard et que je préférais les courses à l'entraînement. Et avec le Covid, qui arrivait quand même vite dans ma petite carrière de coureuse, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais m'entraîner même s'il y avait pas de dossard, pas de course à l'horizon, et j'ai pris plaisir quand même à continuer l'entraînement. Donc là, c'est sûr, il y a des semaines, elles sont tellement remplies, il y a des semaines, elles sont à plus de 100 kilomètres et ça prend énormément de temps. Je rentre chez moi, il est 22h, faut manger, aller au lit. Donc là, je me dis: «Bon, vivement la fin de la prépa», et puis la semaine d'après, elle est beaucoup plus légère et je me dis: «Bon, j'ai couru qu'1 heure aujourd'hui, vivement demain». Quel conseil tu pourrais donner, Laura, toi qui es maintenant une spécialiste de l'ultra, à des femmes qui voudraient oser se lancer? On reste sur de la progressivité, tu l'as dit, je me suis pas lancé Mmh, comme une tête brûlée, même si on a atteint des distances qui sont importantes aujourd'hui, mais mmh. tu t'es laissé du temps pour que ton corps assimile ces distances. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, que ce soit sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur la préparation? Quels sont tes piliers qui aujourd'hui te permettent de durer sans blessure? Tu n'as jamais rencontré de grosses blessures derrière. Non, des petites douleurs, mais pas de grosses blessures. Après en conseil, je dirais, il faut pas hésiter à se faire accompagner par un coach. Alors, des fois, on se sent pas légitime parce qu'on débute ou on veut préparer, par exemple, un 10 kilomètres. On se dit: «Je vais pas prendre un coach pour ça». Et en fait, si, parce que c'est lui qui va nous donner les clés pour avancer, pour pas se blesser, pour pas se dégoûter aussi. Si, dès je sais pas, notre premier mois de course à pied, on se lance sur, 2 heures de course, on va finir, on va avoir mal partout, le lendemain, on va plus pouvoir marcher. Donc là, le coach, ça permet vraiment de cadrer. Et ensuite, je dirais qu'il faut avoir l'envie, mais vraiment, vraiment l'envie. Moi, je pensais qu'à ça. L'ultramarin, ça arrivait après la Saint-Élion, mais malgré tout, tous les matins quand on se levait, avec Renaud qui l'a fait aussi, on parlait, que de ça. Enfin, c'était: «Ah, l'ultramarin, il y a l'entraînement, il y a ça, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que» enfin, donc faut vraiment avoir envie de faire, la course. Ou après, ça peut ne pas être un dossard même, ça peut être simplement: «J'ai envie de faire 10 kilomètres». Mais 10 kilomètres finalement, quand on parle autour de nous, il y a pas tant de personnes que ça qui ont déjà fait 10 kilomètres. Donc, faut pas banaliser la performance, qu'elle soit, on va dire, à portée de main ou ensuite de bien plus grande ampleur. Exactement. Déjà chausser les baskets, c'est un beau défi, et le réaliser chaque jour, c'est que du bonheur. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui diront, quand ils ont fini leur séance, ils sont super contents en fait. Et pareil, être fier de soi, c'est pas toujours, il y a pas non plus énormément de choses qu'on peut faire chez nous qui nous rendent fiers. Une Un bon gâteau peut-être, mais Est-ce que tu en as tiré des bénéfices, des enseignements de ces moments vécus en ultra dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des transferts qui peuvent se réaliser? oui, beaucoup, énormément. Je pense que c'est des vases communicants. Moi, ça se voit peut-être pas trop, je sais pas, mais je suis quelqu'un de très angoissé, et la course à pied, est émotive, et la course à pied, ça m'a vraiment, donné un sas de décompression. Et avant, pour moi, le travail, par exemple, c'était, hyper important. Si jamais je faisais une petite erreur, j'y pensais toute la soirée, ça me mettait mal. Maintenant, je dis pas que je prends ça à la légère, pas du tout, mais ça me hante plus.
Je me dis, c'est le travail. OK, tu as fait une erreur, mais on verra demain, c'est une autre journée. Là, ce soir, tu as ta course, tu fais ci, tu fais ça. Mais c'est vraiment, après l'ultra trail aussi, ça apporte, beaucoup, de résilience comme je te disais et au travail, je pense que ça aide beaucoup pour, avancer. Et tu as pas réussi à drainer une équipe derrière toi pour de mener des projets justement en trail, que ce soit dans la région ou un petit peu à l'extérieur, parce que tu disais, mes collègues sont là, sont mes premiers supporters et sont au courant justement de tes performances. Il n'y en a pas certains qui disent, bah, tiens Laura, moi je vais t'accompagner sur cette course-là, tu m'as donné envie d'eux, et que tu sois le fer de lance de cette team qui pourrait exister au sein même de ton entreprise. J'aimerais bien. Après, j'ai quelques collègues qui courent, alors j'ai pas le la prétention de dire que c'est grâce à moi, mais ce qui est sympa, c'est que c'est vrai qu'on peut en parler, beaucoup plus. Même, maint c'est arrive, vraiment souvent que des amis ou m'envoient un message: «Ah j'aimerais bien, faire, 10 kilomètres, par exemple, tu me conseilles quoi comme basket?» ou des choses comme ça. Alors, je suis loin d'être une spécialiste, mais c'est super de pouvoir échanger, sur ces sujets-là avec des personnes, Après, comme je cours toute seule, j'ai du mal à dire, «Bah, viens courir avec moi» parce que ça m'arrangera pas, mais Tu tiens à préserver ce petit moment pour toi, ce sas de décompression. voilà. Au niveau de tes objectifs, parce que là, on part sur l'année 2024, un mariage, donc ça va être le gros ultra de l'année. Et Toi qui as participé en tant que bénévole à l'UTMB, vous avez fait la CCC avec ton compagnon, non, on a fait la MCC, c'est la la course des MCC. bénévoles, c'est la course enfant. Elle fait 40 kilomètres, donc c'est une des plus petites, mais en montagne, c'est énorme déjà pour nous. Alors, est-ce que ça te donne des envies de prendre part à cette grande fête de l'UTMB, cette fois-ci sur la distance majeure? Oh là là, oui. Mais pas tout de suite parce que c'est vraiment un rêve maintenant, mais pareil, je vais attendre d'être vraiment prête. Là, la MCC, c'est 40 kilomètres, mais le dénivelé, me fait bien revenir sur terre et sur Orléans surtout, qui est très plat. J'ai fait une course en Alsace, cette année et c'était 6 000 de dénivelé et j'ai trouvé ça extrêmement difficile, en fait, mes cuisses, elles en pouvaient plus à la fin, j'ai marché 50 kilomètres, enfin, c'était interminable. Je me suis dit: «Bon, l'UTMB, c'est pas pour demain», mais tant mieux. Ça fait un objectif aussi, comme ça, je sais que je continue à me préparer. Il y a toujours l'UTMB un peu en tête, dans un petit coin. C'est le petit phare qui brille au loin et qui te dit, il y a encore du travail, Laura, il faut continuer à monter cette côte du Pontina avec 10 mètres de dénivelé positif, à le faire une vingtaine de Exactement, fois. à vingtaine. J'ai fait un marathon sur cette côte. Donc, femme de C'est défi également, parce que là, il faut du mental pour pouvoir opérer ce parcours façon hamster, hein. Tu vas c'est ça, monter, descendre. oui. Mais j'aime bien ce faire le hamster. D'ailleurs, l'année prochaine, 2024, je suis invitée, c'est la première fois qu'on m'invite donc à un 24 heures trail à Galardon. C'est dans le 28 Au nord et de l'Eure-et-Loire. voilà et j'ai hâte, en fait, parce que j'adore cette idée de courir sur une boucle de 2 kilomètres. Donc, de la préparation à venir sur des épreuves un petit peu différentes. Qu'est-ce qui te manquerait justement pour basculer sur un format montagne UTMB? Tu disais c'était les cuisses, le côté souffrance avec le dénivelé positif. Donc il y a encore des axes d'amélioration et de progression. Donc là, c'est avec ton entraîneur que vous allez devoir composer et peut-être modifier un petit peu l'entraînement. Ou alors déménager. Il faut que tu quittes Orléans pour aller faire du travail spécifique en montagne. Oui, en fait, on aimerait bien avec Renaud déménager et aller vivre à la montagne. Alors, pas que pour le trail, mais aussi parce que le cadre est hyper sympa. À chaque fois qu'on part, en vacances à la montagne, on trouve que c'est magnifique. Mais en attendant, il faut la côte du Pontina et oui, effectivement, mon coach me fait faire aussi, pas mal de renforcement musculaire ou des montées d'escalier, mais ça remplace pas, en fait, quand on se retrouve dans une montée qui dure, je sais pas, peut-être, une demi heure à grimper, 1 heure des fois. C'est pas pareil que faire,
20 fois le pont de Sina, quoi. Bah, j'ai un peu le même souci, hein. Quand mon entraîneur me Oui. place des séances de côte, 25, 30 secondes au maximum. 1 minute 15, 2 minutes, c'est pas possible. Donc là, il faut Non. composer et faire autre chose. Alors, Éric Lacroix, qui est d'Eure-et-Loire et exerce maintenant ses talents du côté de la Réunion, m'avait soufflé cette séance du Mio Cross Max où tu fais ta montée de la chaise et tu repars après sur des montées. Donc là, il y a un travail de pré-fatigue. Mais ça remplace pas, comme tu le dis, des côtes qui vont durer 25-30 minutes avec un dénivelé très important où tu sens là que ça pique vraiment les cuisses. Nuno est très fervent aussi du myocross. Donc je fais des fois une chaise dans un coin, sur les quais, au bord de Loire. Au niveau alimentaire, on n'a pas parlé, Laura, hormis ton attrait pour le fromage, qu'est-ce que tu mets dans ta besace pour durer et ne pas sentir de coups de fatigue sur ces très longues distances? Est-ce que tu as des aliments qui sont des aliments réconfort? Qu'est-ce que tu affectionnes? J'ai de la chance déjà, j'ai l'impression que je peux tout manger, mon corps il veut bien. Au tout début où j'ai commencé à courir, il était vraiment capricieux. Je te disais, à la Saint-Élion, j'avais un peu mal au ventre, et depuis, je sais pas, il mange tout. Après, je suis végétarienne, donc j'évite, enfin, je mange pas de viande du tout. Dans ma besace, il y a beaucoup de bars, qu'on achète en magasin. Donc là, en ce moment, je suis très barnac, que j'ai découvert à l'UTMB, l'année dernière, et elles sont vraiment super bonnes. Ensuite, les barres Baou aussi, mais j'ai un peu plus de mal avec le goût. Mais quand j'ai un petit coup de mou, une barre Baou et après, c'est la grande forme. Les purées salées, Fort Ultra par exemple, ou Baou encore. Les purées salées, c'est super bon en goût déjà. Il y a lentilles corail, patates douces, ça, c'est un indispensable pour les grandes sorties. Et après au ravitaillement, s'il y a de la soupe, j'y Ouais, vais ce que tout de tu disais tout suite. à l'heure, grande La soupe, consommatrice de c'est soupe. bon. C'est ça, la soupe, c'est bon, c'est salé, tout va bien avec la soupe. Et bah, voilà, c'est à peu près tout. De temps en temps, j'emmène un petit Babybel, une petite pomme-pote et puis ça repart. Est-ce que tu as des aliments, on va dire, réconfort, type bonbons, où tu es peut-être pas forcément attiré par le sucré? Certains disent au bout de un certain nombre d'heures de pratique, il y a une forme de dégoût du sucré et on veut passer à autre chose. Non, j'ai pas trop d'aliments réconfort. Moi, généralement, c'est des tucs et du fromage au ravitaillement, ça, c'est mon festin. Renaud se mange des petits bonbons Schtroumpf. Souvent, je pense que les autres trailers veulent lui piquer, mais il les garde pour lui. Et donc votre complicité, si on repart un petit peu sur l'aspect couple, est-ce qu'il a été renforcé, ce rapprochement d'une pratique un petit peu commune? Est-ce que ça vous a soudé encore plus dans l'entraînement, dans les aventures que vous avez pu mener à deux? Oui, vraiment. Au début, c'est rigolo, on courait ni l'un ni l'autre. Et bah, avec Renaud, on s'est rencontrés au lycée, ça fait un moment maintenant. On n'était pas en couple au lycée, mais ça fait quand même 12 ans cette année qu'on est ensemble. Et finalement, ça fait que 5 ans qu'on court. Mais on s'y est mis tous les deux à fond et heureusement parce que je pense que quand il y en a qu'un des deux qui est alors, si l'autre le suit quand même, ça va, mais s'il y en a qu'un des deux qui est à fond dedans, on se perd vite en fait parce que les séances le soir où on rentre à 21-22 heures, les week-ends où faut partir le vendredi soir, à je ne sais où, pour aller courir, le dimanche et rentrer, les ça coûte un petit peu cher aussi, le trail parce que, bah, faut payer le dossard, le Airbnb, pour se loger la veille, donc je pense que ça pourrait vraiment être un sujet de discorde si jamais on n'était pas sur la même longueur d'onde et ouais, du coup, ça nous a bien renforcés là-dessus, c'est super de pouvoir partager ça. Alors Laura, moi j'avais une dernière question. Donc comme tu écoutes soi-disant un podcast qui s'appelle À côté de mes pompes, tu dois connaître cette ultime interrogation. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es à côté de tes pompes? C'est-à-dire qu'on va éloigner toute pratique sportive, tout lien avec la course à pied, le trail, le vélo taf. Quelles sont tes passions? Quels sont tes loisirs? Ouais, c'est un loisir calme, la lecture, je lis énormément.
Donc, quand je cours pas, souvent, je suis dans le canapé ou dans le lit avec Aria, ma chatte. Et hop, c'est lecture à fond. Ça détend. Je dors bien grâce à ça. Voilà, c'est surtout ça mon activité. Ah, et puis, bah, manger, évidemment. Avec un petit morceau de fromage à portée de main. Un petit poêlon de raclette et Alors, si des auditrices ou des auditeurs souhaitent te contacter, quelle est la procédure? Où est-ce qu'on peut trouver finalement un lien, un compte Instagram pour suivre ton actualité et puis échanger avec toi sur cette pratique et cette passion de l'ultra trail? oui, sur Instagram, c'est Fluxalor et sur Facebook, c'est Flux tout court, Flux. C'est mon surnom et ça serait avec plaisir pour échanger. J'adore quand les personnes viennent me parler soit pour me dire, «Je vais faire telle course, tu penses quoi?» ou des choses comme ça. Parler course à pied, en fait, en général, c'est toujours un plaisir. Eh bien, merci Laura de t'être livrée ce soir sur ta pratique du sport, qui est quelque chose qui est entré récemment dans ta vie. Hein. Si tu regardes donc ton passif sportif, tu le disais tout à l'heure, hein, j'aurais pas imaginé pratiquer autant de sport sur ces dernières années. Donc bravo à toi. Et puis, alors on va pas le dire en avance, mais voilà, bonne ultra pour ce mariage qui se prépare donc en juin prochain. Merci, c'était un grand plaisir. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous invite comme Laura à enfiler vos baskets, à aller parcourir les chemins, les sentiers ou les routes. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.